le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi, 2080. Vous me connaissez peut-être pour le clip My Mega Drive et Artia Pixel, mais plus certainement pour Platicoon et les génériques des critiques de jeux vidéo. Alors aujourd'hui, on aura au sommaire à lire, à voir, vous savez pourquoi on est là, un reportage et les oubliés de la préhistoire. Mais tout de suite, les news. The Dream Machine est un jeu dont le look se démarque immédiatement car il est entièrement réalisé en argile et en carton avant d'être animé en stop motion. Les polygones ne sont pas le bienvenu dans le coin. Le jeu épisodique initié par The Sleeping Machine depuis mai 2012 raconte l'histoire de Victor et d'Alicia. Ils viennent de s'installer dans leur nouvel immeuble et ne tardent pas à se rendre compte qu'il se passe des choses étranges. Ce point and click toujours aussi étrange, forcément onirique, vient d'accueillir son 5e épisode aujourd'hui même, ce qui devrait constituer l'avant-dernier épisode de la série. Pour cette fois, le joueur devrait explorer une forêt étrange, donnant l'impression d'être un géant. Greetings, Nephilim, and welcome to Patch 210. La récente BlizzCon, dont on a pu parler un peu hier, fut également l'occasion pour les équipes Blizzard de faire le point sur leurs titres déjà sortis, comme Diablo 3 Reaper of Souls par exemple. Après le patch 2.1 sorti fin août, qui ajoutait les failles supérieures, Are you strong enough to survive the trials? les gènes légendaires associés, le gardien Urshi et d'autres éléments venant enrichir le jeu de haut niveau, le studio a annoncé un futur patch 2.1.2 sans donner de date de sortie. Ce dernier ajoutera de nouveaux gobelins au trésor, dont 3 nouveaux types qui dropperont des éléments précis, gemmes, matériaux pour crafter et larmes de sang. La génération aléatoire des niveaux sera également renforcée dans le mode aventure, certains environnements restant encore aujourd'hui assez statiques, tandis que la densité des monstres sera revue à la hausse. La gestion des failles supérieures sera elle aussi modifiée, avec la possibilité de ressusciter près de son corps contre une pénalité en termes de temps. Tandis que l'agencement de certaines villes, comme la nouvelle Tristram, sera modifié afin d'éviter les longs allers-retours entre les artisans. Sur PC et Mac, ce patch 2.1.2 lancera la saison 2 avec de nouvelles conquêtes et équipements. Le système de saison, pour rappel, permet de jouer un nouveau perso de zéro et d'accéder à des équipements spéciaux qui seront débloqués pour tous les persos à la fin de la saison. Celui-ci a bien été confirmé comme une exclue sur ordinateur. Les joueurs consoles n'y auront donc pas accès. This mystical area features dangerous new enemies and riches beyond your wildest dreams, so don't let that next goblin get away. Comment pourrait-on résumer Nano Assault Neo-X? 60 FPS? Ou alors 60 FPS? Ou bien encore 60 FPS? Désolé. Le jeu de Shin-En, développeur spécialisé dans le shoot nerveux qui met à contribution les 2 sticks analogiques des manettes actuelles, sera effectivement en 60 FPS et 1080p car il sera le premier de la série à tourner sur PS4. Il s'agira toujours de détruire des virus et des boss géants dans un monde microscopique, à bord d'un vaisseau qui pourra bénéficier de plusieurs mises à niveau, que ce soit pour l'armement ou ses autres caractéristiques. L'univers est toujours aussi speed, dans des environnements rotatifs encore plus réalistes, ce qui donne un côté organique pas forcément des plus ragoûtants au décor. Ce shoot nerveux a l'air toujours aussi efficace dans sa formule. Après un épisode remarqué durant les premiers jours de la Wii U en 2012, Nano Assault cessait aux joies du 1080p et, vous l'a-t-on dit, du 60 FPS sur PS4 depuis quelques jours sur le marché US. Il est possible de jouer en écran partagé en coop et au niveau du système de jeu, le scoring reste simple mais profond. Il introduit l'utilisation de 4 satellites qu'il sera possible de repositionner à chaque instant. Il faut espérer qu'une version européenne sera disponible très rapidement. News de dernière minute. Ce vendredi 14 novembre, Good Smile Company a ouvert une boutique éphémère au passage Choiseul sur Paris. L'heure d'ouverture était à midi, mais les fans étaient déjà nombreux devant les portes à partir de 10h30 pour pouvoir acheter des figurines qui ne sont disponibles qu'en nombre limité. D'habitude, ces figurines ne peuvent être achetées qu'au Japon, sauf exception par exemple à Japan Expo. Pour ceux qui n'ont pas pu y aller aujourd'hui, il reste la journée de demain samedi de 10h à 20h pour se rattraper. Attention, certaines pièces sont déjà sold out. En ce moment, en bande dessinée, je suis en train de lire La Petite Mordeuse de Davy, une bande dessinée qu'il d'ailleurs adapte en jeu vidéo, pour téléphone, pour tablette, etc. Et il se trouve que je fais la musique pour ce jeu vidéo. Alors c'est un petit personnage, la petite Mordeuse, qui est assez marrant, c'est un petit personnage à la fois tendre et un peu triste. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix dans mes musiques d'utiliser des sons très rétro de NES et uniquement un orgue
d'église pour donner un petit peu ce côté un petit peu la mort comme ça. Voilà. Donc tout de suite, à lire, à voir. Le 6 septembre 2013, c'est devant des centaines de journalistes que Miyazaki Hayao annonce qu'il prend sa retraite et ne réalisera plus de long métrage. Le réalisateur continue pourtant à travailler sur divers projets. Un manga, une exposition pour le musée Ghibli, mais pour l'instant, plus de long métrage en vue. Il semblerait bien que cette fois, Le vent se lève soit son dernier grand film. Ce qui n'aurait rien d'étonnant, Miyazaki a 73 ans. Le vent se lève ou Kaze Tachinu en japonais est sorti dans les salles françaises en janvier 2014 et vient d'être édité en Blu-ray et DVD. Le titre, citation du poème français Le cimetière marin, vient d'un roman de Hori Tatsuo qui raconte la vie d'une femme dans un sanatorium de Nagano. L'écrivain est une des inspirations du personnage principal du film de Miyazaki. L'autre est Horikoshi Jiro, ingénieur aéronautique durant la Seconde Guerre mondiale, inventeur du chasseur Zero. Ces deux personnages s'entremêlent dans le film de Miyazaki pour raconter la vie fictive du Jiro animé depuis son enfance jusqu'à l'accomplissement de son rêve. Sa vie sentimentale est décrite à travers sa rencontre avec une jeune femme à la santé fragile. L'ingénieur effleure du doigt certains événements marquants de l'histoire de son pays, comme le grand tremblement de terre du Kanto en 1923 ou bien sûr la guerre, tout en prenant bien soin, on dirait, de ne pas être trop partie prenante. Au niveau technique, le film est toujours sublime et l'édition Blu-ray française rend honneur à ses images. La prochaine critique pyrotechnique devrait d'ailleurs bientôt revenir dessus. La musique de Hisaishi Joe est toujours en symbiose parfaite avec son compère de longue date, empruntant ici quelques accents italiens rafraîchissants. Le réalisateur a fait aussi quelques choix audacieux pour un film actuel. Le plus marquant est bien sûr le choix de la voix principale. Miyazaki a confié la voix de Jiro à Anno Hideaki, le réalisateur d'Evangelion. Celui-ci donne alors un phrasé très lent et immédiatement reconnaissable à son personnage. 4月中ならいつでもいいとのことでした。だとしても3月には顔を出すものだ。はい。En VF, Jiro est interprété par Paolo Domingo, la voix d'Aladin dans le célèbre long-métrage Disney. Autant dire que le rendu n'est pas du tout identique, même si le comédien est très convaincant dans le rôle de l'ingénieur. ここだ。君、ちょっと待ってくれたまえ。こっちへ。 La VF est soignée, comme cela peut l'être en général pour les films du studio Ghibli. Et, cas exceptionnel, celle-ci peut se révéler plus convaincante parfois que la version originale. Notamment quand Jiro cite la fameuse citation de Paul Valéry, en français dans le texte. Les personnages allemands s'en sortent mieux aussi en VF, avec un accent beaucoup moins caricatural qu'en VO. Et pour en finir avec les surprises auditives, impossible de ne pas relever en VO ces avions parfois bruités à la bouche. Jiro est un idéaliste, un rêveur qui veut créer de beaux avions au prix de bien des sacrifices. Si la question le travaille, il semble avoir peu d'emprise sur les conséquences de ses rêves, tant au niveau personnel que dans un contexte plus général sur la finalité qu'auront ces avions. La tentation est forte également de regarder le film uniquement en tant que dernier film de Miyazaki. Cela peut être pertinent, mais attention à la surinterprétation. Pour en savoir plus sur ce film et son réalisateur, un Extra Life y avait été consacré en septembre 2013. On peut ne pas être passionné par les rivets affleurants et autres nervures d'ailes d'avion, le film, au ton plus adulte que les précédentes œuvres du réalisateur, arrive tout de même à être touchant. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Car oui, il va bien falloir continuer à vivre dans un monde où Miyazaki ne produit plus de longs métrages. Si toutes les bonnes choses ont une fin, on peut se consoler en se disant que le dernier film en date du studio, par le réalisateur d'Ariety, Souvenir de Marnie, sort le 14 janvier 2015 chez nous. Sans oublier la magnifique exposition Dessins du studio Ghibli au musée Art Ludique, ouverte jusqu'en mars 2015 et à laquelle nous avions pu consacrer également un reportage récemment.
après la sortie de son remarqué Goggles, c'est un autre titre de Toyoda Tetsuya que Ki-hoon accueille à présent dans sa collection Latitude, Coffee Time. Sorti en 2009 au Japon, cette épée one-shot rassemble 17 histoires aux thèmes extrêmement variés. Leur unique fil rouge est le café, qu'il soit omniprésent ou simple élément discret participant à l'ambiance. L'auteur immerge le lecteur aussi bien dans la joyeuse ambiance d'un café en ville que dans le surnaturel du professeur menteur. Le café peut être aussi tout juste évoqué dans l'histoire de ce jeune cadre dynamique qui pensait passer une soirée en tête-à-tête avec une charmante collègue. Coup de théâtre, il va se retrouver confronté au problème d'une jeune mère de famille qui élève seule ses enfants. Chaque nouvelle raconte une histoire complètement différente, un monde à part qui absorbe à coup sûr le lecteur immédiatement. Toyoda Tetsuya confirme son talent pour saisir sur le vif des instants de vie. En quelques cases, le décor est posé. En quelques pages, on est happé dans l'univers qu'il vient de nous dévoiler. Juste le temps de boire un café, tiens. Ce recueil se lit d'un trait, sans fausses notes, sans accent déplacé. Les différentes histoires sont extrêmement bien menées, les thèmes variés. Les personnages, tous attachants, sont dessinés de manière juste et chacun avec leur caractère. Les décors ne sont pas en reste, tour à tour sobres ou fouillés, selon les besoins. Le grand format de cette édition Latitude, qui avait par exemple précédemment accueilli Bright Stories, rend de plus la lecture confortable. Très attachant, Coffee Time saura sûrement vous émouvoir au gré de ses nombreuses histoires et ses multiples personnages. De quoi se laisser tenter par un petit café. Je vous parlais de la musique de jeux vidéo tout à l'heure. Il se trouve que je fais plusieurs bandes son de jeux vidéo en ce moment. Il y a celle que je fais pour Devi, qui est pour un jeu moderne, récent, pour téléphone, etc. Et pour faire ce genre de musique-là, on utilise donc des synthés ou des plugins très compliqués, un ordinateur très puissant, et à la fin, on se retrouve avec un fichier WAV ou un fichier AIF, quelque chose qui est lisible par un lecteur. Mais dans d'autres projets, par exemple, je suis en train de travailler sur un jeu Game Boy qui sera disponible sur cartouche Game Boy avec sa boîte, avec sa notice, tout ça. Enfin, on fabrique ça avec un petit génie de la programmation qui s'appelle FureTech. Et là, pour faire la musique de ce jeu, c'est pas du tout la même manière de fonctionner. On est obligé d'utiliser un tracker qui va être compris par la puce de la console et donc au lieu d'avoir un fichier avec toute la musique faite dedans, on n'a que des informations numériques interprétées par la machine qui va générer la musique directement en même temps que vous jouez. Donc voilà. Tout ça, vous savez pourquoi, et ben maintenant, c'est vous savez pourquoi on est là. Les enfants, vous savez pourquoi on est là? Bon. Bertrand, je sais que c'était un petit peu compliqué pour toi ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire quelque chose pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui dirige la session. C'est vrai? Ouais. C'est parfait parce que j'ai travaillé le dossier à fond et là le client est un peu difficile. Donc les amis, il va vraiment falloir qu'on parte sur un... Regarde-moi, les enfants. Ah. Les enfants. Okay. Les enfants, il va vraiment falloir qu'on parte sur un double Boston. C'est extrêmement risqué, ça va. Non, attends Catherine, j'adore quand t'es casse-cou mon bébé, vas-y. Ouais, moi je pense que Bertrand a raison. C'est risqué, mais ça me semble être la meilleure solution. Avant de vous exciter, quelqu'un pour me rappeler le principe d'un double Boston? Andy Suarez, 1998. Son client lui demande un B52. Il casse la 5e règle transversale en lui répondant à un interdit debug à Roll et Mode. Du coup, le client coule au bout d'un an, mais Suarez empoche un contrat de 3 millions. J'ai rien compris, mais si vous voulez, ok. Ok, j'ai double Boston, mousson, venir. Ta gueule, Hervé. Mon souvenir d'As Experience. Ça compte comme un double Boston? Bah absolument, Marion. C'est parfait. Bravo, Marion. Ok, Bertrand, je reprends la main à partir de là. Marion, regarde-moi, on doute jamais. T'es né pour ce boulot. Bertrand, petite faiblesse au niveau de la validation, mais autrement, bon taf dans l'ensemble. Et gestion exemplaire d'Hervé. Chapeau. Mon souvenir d'As Experience, tout le monde. C'est parti. Souvenir des expériences. Et donc là, je me retrouve à flotter au-dessus de moi-même en fait, avec ce cordon astral qui me relie à mon corps. Voilà, un petit peu en mode third person, quoi, troisième personne, ghost mode.
c'était un feeling assez étrange mais plutôt agréable. Alors c'est vrai que depuis j'ai retenté pas mal d'expériences de mort imminente, donc Next Gen elles sont clairement plus belles, mais voilà, ce petit feeling, c'est peut-être la nostalgie, hein, c'est peut-être parce qu'à l'époque j'étais jeune, mais voilà, j'ai particulièrement apprécié ce moment à l'époque. Il y a un peu plus d'1 an, je rencontrais quelqu'un de très spécial pour moi et de très spécial pour beaucoup d'entre vous. C'est Eric Chahi, le créateur du jeu Another World. Je l'ai rencontré pendant un séjour à Tokyo. C'est bizarre pour quelqu'un qui habite en France et pas si loin de chez moi en réalité. On s'est rencontrés et j'ai toujours eu envie de travailler avec lui d'une manière ou d'une autre. Et je lui ai proposé un projet, je lui ai proposé de créer de nouveaux visuels pour un clip, pour habiller aussi mon concert, et pour faire ces nouveaux visuels, utiliser le soft qu'il avait programmé pour faire le jeu Another World. Pas un autre, pas quelque chose qui y ressemble, celui-là précisément qu'il a développé en 89. Donc c'est un soft très particulier, c'est de l'image vectorielle en basse définition, donc vraiment on voit les pixels, on pourrait croire que c'est du pixel art, en réalité non, c'est de l'image vectorielle. C'est un petit peu comme si il avait inventé Flash avant tout le monde. Alors ce qui est curieux, c'est que comme il a créé ce logiciel pour répondre à ses besoins pour faire le jeu, il y a des tas de choses qui sont pas forcément logiques, en tout cas pas pour quelqu'un qui va prendre le logiciel pour l'apprendre, pour l'utiliser, quoi. Il y a des tas de petites contraintes qui sont inhérentes à ce logiciel et qu'on ne retrouvera jamais dans un autre. C'est ça qui va donner le côté très caractéristique de ces images, cette palette de couleurs un peu unique et ces formes géométriques qu'on pourrait reproduire sur un autre logiciel, mais si on ne sait pas, si on ne connaît pas les particularités, c'est pas la même chose. En tout cas, voilà, c'est un logiciel qui est bien compliqué, bien difficile à manier parce que il n'y a pas, par exemple, de undo, il n'y a pas de retour en arrière. Si jamais on se trompe, il faut reprendre la sauvegarde d'avant ou alors essayer de rectifier à la main. C'est très compliqué. En tout cas, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'attention et générer une image avec ça prend énormément d'énergie. En ce moment, je suis en train de travailler sur un clip avec ce logiciel et ça va probablement me prendre un certain temps. Voilà, tout de suite, le reportage. C'est à l'occasion d'un petit événement parisien consacré aux futures productions de l'éditeur allemand Daedalic que nous avons pu en apprendre un peu plus sur le prochain Blackguards 2. Jusque-là connu pour ses jeux d'aventure point and click avec les Deponia, The Night of a Rabbit, Silence the Whispered World ou encore Journey of a Roach et tout récemment Randall's Monday, l'éditeur allemand s'est démarqué fin 2013 en sortant un RPG au tour par tour, Blackguards. Développé en interne, ce dernier fut d'abord lancé en accès anticipé, une formule jugée comme nécessaire par Daedalic. It worked very good for us because it was our first RPG, so we really needed the community to give us the feedback to polish it. But for the second Blackguards, there won't be an early access phase. Blackguards est situé dans l'univers de The Dark Eye, un jeu de rôle papier allemand appelé L'œil noir en France, et s'inspirait fortement de son système de jeu. Un peu trop d'ailleurs, de l'aveu même de ses développeurs. I think the biggest mistake we made is all of us are playing The Dark Eye. All of us are playing pen and paper. So there was some gap between our understanding of what's hard to understand and the normal player's understanding of what's hard to understand. So the biggest mistake we made is to let the player cross the gap between not knowing anything and getting into the game. L'interface utilisateur et plus globalement l'accessibilité du jeu fut donc logiquement l'un des grands chantiers de Blackguards 2. We changed a lot of things about the rule system, the front end of the rule system, like what the player sees
It's a pen and paper setting. So we made the rules for the first Blackguards exactly like in The Dark Eye. But as a video game player, you don't want to read a rule book of 300 pages before you start playing. So yeah, we changed the rules, we changed the maneuvers, we changed the character cheats, and we changed the combat system to make it easier to understand. Un autre changement important est lié au personnage joué, qui sera désormais imposé et que l'on ne pourra plus créer. Well, the thing is, lots of people wanted a deeper story. In Blackguards 1, you could create your own character, male, female, which class, but the problem with that is the character is a blank page. And you have this in most of the real big RPGs even, like in Chrono Trigger. Chrono doesn't talk, he can't talk, because it's like this gap, this immersion gap. If you want a really deep story, you need a fixed protagonist so you can anticipate you can work with her reactions, you can work with the course she's taking. That's our way of making the story more compelling. Bon, si l'exemple de Chrono Trigger fonctionne moyennement, l'histoire de ce RPG Super Nintendo étant absolument géniale, il s'explique par le fait que John était en train d'y jouer. Le personnage incarné dans Blackguards 2, donc, sera fixe et s'appelle Cassia. She's a young woman and she is, she's highly intelligent, she is cruel and she's ambitious, which is a real bad combo. She wants to take the throne of Southern Aventuria. She wants to take the throne from Marwan, you may know him from the first Blackguards. And she'll go at any length to do this, so she'll do anything. Of course, you can decide how cruel you want her to be, if you want to spare the innocent and so on. But in Cassia's nature, it's like doing anything that has to be done. Le joueur pourra donc être aussi cruel qu'il le souhaite, sachant que Blackguards 2 devrait multiplier les choix offerts aux joueurs. There are two levels of choices, more choices. You have more gameplay choices on the one hand. You're trying to capture a kingdom, so you are capturing points on the map and you have to defend these points if the enemy is attacking you, the enemy faction. You have to recapture these points if he manages to take this away from you. You have to decide which course you want to take on the map. You can take different routes. It's not like a fixed route. You can go up and you can go down again and so on. So there's more mechanic choices on the strategic map, but also on the battlefields. There are optional chests, optional things to discover, to explore. It will get harder for you to do so. So it will get harder to get all the achievements. Also, there are more story decisions. These are intertwined with the gameplay. So you can plunder cities, you can kill the people, you will get more XP, you will get more loot, but it will bite you in the ass later. May I say that? Ass? Okay, it will bite you. It will bite you in the fucking ass later. So you have multiple characters. You have some of the old Blackguards in your team. There is some kind of story permadeath. You can lose your characters if you made the wrong decisions, and well, they will be dead and they won't come back. Cette permadeath ne se limite pas aux mercenaires du jeu, ni même à son leader pour toucher certains des protagonistes principaux, comme le nain Norim, le magicien Zurbaran, bref les héros du premier jeu, qui feront leur retour dans Blackguards 2, plus ou moins volontairement. Le jeu débute en effet 3 ans après les événements ayant conclu le premier Blackguards, les personnages ont donc vécu d'autres aventures entre-temps, et la première tâche de Cassia sera de les recruter, ces derniers ayant déjà prouvé leur valeur face au tyran Marwan, qu'elle espère bien détrôner. Parmi les autres nouveautés attendues de ce Blackguards 2, on notera un nouveau style visuel, plus coloré, des cartes plus grandes aussi, même si Daedalic utilise toujours Unity, moteur sur lequel ils ont engrangé de l'expérience. On attend donc avec une certaine curiosité cette suite, même si le premier Blackguards ne nous avait pas convaincus. Je vais vous parler un petit peu de mon actualité. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait un Kickstarter pour financer mon EP Electrochip Disco Pop. Tout s'est super bien passé grâce à vous, grâce aussi à No Life qui m'a supporté. Donc merci à tout le monde. À cette date, normalement, tous les envois sont partis. Donc tous ceux qui ont précommandé ont été servis. Je peux maintenant mettre à disponibilité de tout le monde l'achat de la version physique de mon maxi.
Donc vous pourrez trouver bientôt, en plus des versions digitales qu'on trouve sur toutes les plateformes de téléchargement légal, vous pourrez trouver sur Bandcamp le vinyle Picture Disc. Voilà, joli vinyle dont je suis très fier parce que toutes les illustrations ont été réalisées avec le soft que Eric Chahi m'a prêté gentiment, donc dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc vous pourrez retrouver le vinyle et le CD sur mon Bandcamp, donc 2080.bandcamp.com. Tout de suite, les oubliés de la Playhistoire. Mes chers enfants, si je vous dis Ninja Cop, là comme ça vous inspire quoi? Oh, vous êtes motivés aujourd'hui, c'est bien. Wii U? D'accord. Vita? Un bon gros nanar du jeu d'action. Ninja Cop, pas faux, ça donne un peu cette impression. Cela dit, Vita, tu es bien placé pour savoir qu'en matière de jeux vidéo, le nom ne fait généralement pas le moine. La preuve, tu t'appelles Vita, mais commercialement parlant, t'es quand même déjà un peu morte, non? Non, je plaisante, ma petite Vita. Allez, sèche tes larmes, tu vas court-circuiter le collège. Enfin, tout ça pour dire que certains jeux ont des noms tellement clichés qu'on a tendance à les mépriser avant même d'y jouer. Eh bien, figurez-vous que des fois, on a tort. Et je vais vous le montrer avec Ninja Cop sur Game Boy Advance. Développée par la très regrettée société Hudson Soft et éditée par Konami en 2003, cette cartouche Game Boy Advance a beau être totalement oubliée, elle pourrait bien être l'une des toutes meilleures de la console dans la catégorie action. Le pitch de départ n'a pourtant rien de très original. Vous êtes un ninja, embauché comme commando des forces spéciales pour régler les problèmes de terrorisme. Vous allez ainsi être nommé pour partir délivrer le maximum d'otages et venir à bout des différents boss qui sèment la terreur dans le monde. 6 missions réparties en 20 stages vous attendent dans ce titre 100% action. Wii U, je t'écoute. En effet, aujourd'hui, je voulais simplement vous présenter un jeu que j'estime excellent. Alors désolé pour les amateurs d'anecdotes de dingue, mais il n'y en aura pas aujourd'hui. De toute façon, l'important, c'est de faire la lumière sur des titres qui le méritent, pas vrai? Je suis d'accord avec vous, on ne peut pas vraiment dire que Ninja Cop est quelque chose qui le démarque sincèrement des productions ayant innové avant lui dans la Playhistoire. C'est un peu comme un menu best-of du jeu d'action 2D horizontal. Mettez un zeste de Shinobi de Sega, quelques pincées de Rolling Thunder de Namco, saupoudrez le tout avec du Bionic Commando de Capcom, et vous obtenez Ninja Cop. Il est indéniable que Gen Suzuki, le talentueux réalisateur de Ninja Cop, n'a pas foncièrement cherché à innover. Il a juste voulu intégrer les mécaniques des meilleurs jeux d'action 2D des années 80 en une seule cartouche. Et pour le coup, ça fonctionne très bien, avec un game design solide, un level design vraiment bien conçu et une maniabilité sans faille. On prend vraiment plaisir à chercher les clés qui permettront de débloquer certaines salles pour retrouver tous les otages. Graphiquement, ce n'est pas vraiment une claque, mais on apprécie néanmoins la qualité de l'animation ainsi que l'originalité des boss, tous inspirés du folklore japonais. Oui iPhone. Ah si, bien sûr, rassure-toi, on trouve quand même quelques petites idées de game design qui sortent un peu de l'ordinaire. Outre la manipulation du grappin bien plus aisée et agréable que dans Bionic Commando, j'ai bien aimé les petites idées liées aux otages. En effet, ils ne sont pas juste ligotés comme dans un Shinobi, mais gardés comme boucliers vivants par les terroristes. Du coup, au moment de les délivrer, il faut faire particulièrement attention à ne pas les toucher. Alors d'accord, les patterns d'attaque des ennemis sont bêtes et rythmés comme du papier à musique 16 bits, mais mine de rien, les don't shoot des otages ajoutent pas mal d'intérêt aux assauts de votre ninja. Mais dans cette même veine, le plus sympa reste le combat contre le boss du stage 3, celui de l'aéroport. Après avoir traversé le hall puis rejoint l'avion, celui-ci décolle avec les voyous à son bord. La dernière partie de la mission sera de rejoindre la cabine du commandant, lui aussi pris en otage. Mais lors de ce combat final, vous devrez vraiment éviter de bourriner n'importe comment, car le boss se sert aussi du pilote comme bouclier et se déplace parfois avec. Et si vous le tuez, l'avion s'écrase. Bref, toutes ces petites idées viennent ajouter un peu de piment à ce titre qui était, ma foi, déjà bien relevé. On notera avant de conclure que Ninja Cop est d'une difficulté élevée, mais loin d'être insurmontable ou frustrante. Les morts ou les échecs ne sont jamais dus à autre chose qu'à votre manque de dextérité. De fait, on s'accroche et on progresse régulièrement. Et pour les meilleurs parmi vous, sachez qu'il existe aussi un mode Time Trial.
que vous débloquerez au fur et à mesure de votre avancée. Vos meilleurs temps seront enregistrés et vous serez récompensé de shurikens décoratifs si vous parvenez à battre les différents seuils de temps. Bref, Ninja Cop est le cas typique d'un jeu qui vieillit bien. Le redécouvrir près de 15 ans après sa sortie reste une bien belle surprise. À mon humble avis, la principale faiblesse de Ninja Cop est son petit manque de personnalité. Ludiquement, il n'y a rien à dire, mais il lui manque juste ce petit supplément d'âme graphique, un univers plus personnel, un titre, une jaquette vraiment plus charismatique. Bref, avec Ninja Cop, on a l'ivresse, mais pas le flacon. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, je vous demande de réfléchir à un autre nom pour Ninja Cop. Xbox. Non, pas besoin de changer le nom de la PS Vita. En quoi? PS Morta. Sortez. Vous l'avez compris, des projets, j'en ai plein, notamment avec mon label d'iPop. On va sortir une compilation avec des artistes internationaux, des japonais, des canadiens et même des anglais. Et tout ça, toutes ces informations-là, vous pourrez les avoir en me suivant sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, SoundCloud pour les nouveaux morceaux et maintenant Bandcamp. Voilà. Donc c'était un plaisir de présenter ce 101%. Merci à vous, à bientôt. Dimension.